On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous présente le nouveau président du marché public du Vieux-Saint-Jean qui a des idées de revitalisation. Mais d'abord, on parle des 30 ans de Unibrou à Chambly. Une entreprise de chez nous célèbre son 30e anniversaire. C'est une entreprise en même temps qui a ouvert la voie à beaucoup d'autres dans ces dernières années. Je parle de Unibrou, qui est située à Chambly, pionnière de la brasserie artisanale dans la bière au Québec. Et on en discute avec Sylvain Bouchard, qui est sommelier en bière. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Bon, vous n'étiez peut-être pas là il y a 30 ans, mais quand même, vous êtes là depuis une vingtaine d'années, donc vous connaissez très, très bien Unibrou. Qu'est-ce qu'on connaît des débuts d'Unibrou? Pardon, qu'est-ce qu'on retient ou qu'est-ce qu'on connaît des tout débuts d'Unibrou depuis la fondation première, le jour 1? Bien, on connaît trois bières emblématiques que sont Blanche de Chambly, Maudite, La fin du monde, qui ont changé la face de la bière au Québec, je dirais même au Canada et en Amérique du Nord. On retient de Unibrou et comme vous l'avez dit, c'est une pionnière. C'est pas la première brasserie, microbrasserie du Québec, mais c'est de loin celle qui a fait connaître la microbrasserie aux Québécois pour plusieurs raisons. On retient également d'Unibrou qui est là depuis 30 ans, qui est encore très actuel, malgré un marché de la bière qui change beaucoup. Les consommateurs qui changent, les types de produits qui changent, Unibrou reste tout à fait pertinente dans ce décor. Puis je dirais à la fin qu'on retient d'Unibrou que c'est une bière qui, depuis le début, depuis le jour 1, a décidé de promouvoir le patrimoine, la culture, de promouvoir l'héritage québécois et que c'est encore comme ça 30 ans plus tard. Ouais. Moi, je me rappelle parce qu'il y a 30 ans, j'ai assisté un peu à cette naissance d'Unibrou, qu'on allait visiter les premières installations. On faisait des reportages pour la télé et M. Dion était bien fier de nous présenter ses équipements. Et je travaillais à la radio ici, à Z104, où Robert Charlebois tenait une chronique où il nous amenait de la bière. Il était très, très fier de nous présenter ça. Mais c'était à l'époque où tout le monde buvait encore beaucoup ce qu'on appelle les marques commerciales, qui existent encore aujourd'hui. Puis, tu sais, je me rappelle à l'époque, je pense que la part de marché des brasseries artisanales était de moins d'1 % ou à peu près, alors qu'aujourd'hui, on regarde ça 30 ans plus tard, on a fait tout un bonhomme de chemin là-dedans, au Québec. Ah, définitivement. Les premières années, quand les grands brasseurs de bière, on va dire conventionnels, voient l'émergence des micro-brasseries arriver fin des années 80, début des années 90, leur pire scénario dit que dans 10 ans, donc, on parle, mettons, au tournant des années 2000, la microbrasserie devrait être à peu près à 7 % des ventes. 10 ans plus tard, c'est-à-dire 4 % des ventes. 10 ans plus tard, on était à 7 % des ventes. Et ce qu'eux pensaient être une mode passagère était devenu un mode de consommation. Les gens changeaient leur façon de concevoir les produits. Et c'est dans cet élan-là qu'Unibrou arrive avec plein de nouvelles idées, plein de nouvelles façons d'envisager la bière. Vous l'avez dit, à une époque où les gens sont encore à boire des bières blondes conventionnelles, 5 % d'alcool, pas de style, pas de couleur, la bière reste essentiellement un produit de consommation courante assez, je vais le mettre en guillemets, banal. Et Unibrou arrive vraiment avec une vision différente, ne serait-ce que d'avoir un porte-parole propriétaire qui a fait la promotion des produits, d'arriver avec un type de produit qui n'existait pas, ce qu'on appelle des bières de type belge, donc des bières fortes en alcool, avec de la levure en suspension. J'ai des anecdotes incroyables de gens qui retournaient dans les premières années à l'épicerie, au dépanneur, qui remettaient la bière au tenancier, puis ils disaient « Bon, Yann, Jean-Paul, je comprends pas, il y a des motons dans le fond. » Parce que la bière d'Unibrou, avec la lie, le dépôt de levure, c'est Unibrou qui a amené aussi, en quelque sorte, l'idée d'avoir une bière qui a un nom différent des autres. Avant, c'était souvent le nom de la brasserie décliné avec une couleur. C'est aussi Unibrou qui a eu l'idée de dire « Chaque bière a une identité. Chaque bière aura donc non seulement un nom, mais une image différente. » La Blanche de Chambly, c'est un fort. La Maudite, deux noms qui n'ont pas rapport, Blanche et Maudite, mais là, c'est le diable et la chasse-galerie. La fin du monde, c'est un autre nom qui n'a pas rapport avec les deux premiers, c'est la province de Québec. Donc, cette idée de donner une identité à une bière, de faire en sorte que la bière n'est pas une fin en soi, la bière est une expérience qu'on vit, qu'on renouvelle à chaque fois qu'on la boit. L'idée d'amener l'image du haut de gamme, donc une étiquette artistique
qui donne une allure haut de gamme à un produit haut de gamme, c'est Unibrou. Maintenant, on le voit quand on est devant un étalage de produits de microbrasserie. Il y a un choix incroyable et les gens disent « Mais c'est-tu beau de voir tous ces étiquettes? » C'est Unibrou, en quelque sorte, qui a fait ça. C'est beau et c'est bon. Je regarde mon propre comportement de consommateur, où évidemment, comme tout le monde, je buvais des bières de marque il y a très longtemps. Après ça, j'ai arrêté ou presque de boire de la bière parce que ça ne me plaisait plus. Puis aujourd'hui, je ne bois que de la bière de microbrasserie. Bon, je me tiens encore quelques Coors Light ou la Bête Bleue chez nous pour des invités qui ne boivent pas autre chose, mais ils sont en minorité. Non, définitivement, définitivement. J'ai une anecdote à vous conter. Même si je travaille pour la brasserie qui est à Chambly depuis plus de 20 ans, j'habite maintenant en Mauricie et je me souviens les premières années où j'habite dans un village, je joue au hockey. Et quand j'arrivais dans la chambre de hockey, après la 3e période, puis je mettais mes bières sur le comptoir, je passais pour un extraterrestre. On m'appelait le poète parce que je buvais une bière non conventionnelle. Alors que maintenant, incroyable. Dans les 4 équipes, bien, ils sont minoritaires, ceux qui boivent la bière blonde conventionnelle. Bon, on le sait, au fil du temps, les fondateurs, M. Dion, M. Charlebois, ont vendu. C'était acheté, évidemment, par un plus gros joueur. Mais par contre, Unibrou est toujours resté à Chambly. Ah, définitivement. Et André Dion, quand il vend la brasserie à Sleeman en 2004, il s'assure de 2 choses. Bien, il s'assure de plusieurs choses, mais entre autres, que ces gens, les gens qui l'ont aidé à bâtir la brasserie, vont rester en place, qu'ils vont avoir des postes de direction. La deuxième chose qu'André Dion a faite, c'est s'assurer que Sleeman n'avait aucune intention de fermer ou de déménager la brasserie. Dans les faits, une des raisons importantes pour laquelle Sleeman avait le désir d'acquérir Unibrou au-delà de la qualité de ses bières, c'était la qualité des installations qu'André Dion avait mises en place à Chambly. Et au moment où Unibrou vend à Sleeman, sa capacité de production est probablement 8 fois supérieure à sa capacité de vendre. Donc, il y a beaucoup d'espace dans les cuves qui sont inutilisés et c'est ça que Sleeman a acheté. Et malgré tout, ça fait plus longtemps que Sleeman est propriétaire d'Unibrou qu'André Dion l'a été lui-même et il n'y a aucun indicateur que la brasserie va déménager. Au contraire, notre expertise en brassage de bière de type belge requiert une maîtrise incroyable du travail des levures, que ce soit les levures dans la fermentation principale ou dans les cuves. Et ça, aucune brasserie a le goût de s'essayer de faire ce qu'on fait ailleurs. On ne peut pas faire une Blanche de Chambly, une Fin du Monde ailleurs et s'attendre à ce qu'elle goûte la même chose. Blanche de Chambly, Fin du Monde, c'est la bière canadienne la plus médaillée. On a au-delà de 60 médailles internationales dans les plus grands concours. Unibrou est la brasserie canadienne la plus médaillée. On a plus de 400 médailles. Et quand je parle de grands concours, les Olympiques de la bière, le World Beer Cup, World Beer Championship, World Beer Award à Londres, en Angleterre, reconnaissent dans Unibrou une des meilleures brasseries de bière belge au monde. Donc, non, on ne déménagera pas. Qui plus est, on investit encore. Il y a 2 ans, on a investi au-delà de 12 millions de dollars pour une nouvelle ligne d'encanage, parce qu'on voit bien que le marché de la bière n'est plus à la bouteille, mais bien à la canne. Et c'est 12 millions de dollars que les propriétaires ont mis dans les installations de Chambly. Donc, même pour Sleeman, au début des années 2000, c'était un bon coup parce que, d'une part, il y avait Molson O'Keeffe d'un côté et Sleeman s'inscrivait aussi comme le troisième joueur. Acquisition d'Unibrou, certains ont craint à un certain moment qu'Unibrou se fasse avaler par Sleeman, mais ce n'est pas du tout ça qui est arrivé. Au contraire, on est en 2022, Unibrou est toujours installé à Chambly, comme on le voit. Et la croissance, la progression, l'innovation a toujours continué. Puis Unibrou a toujours gardé quand même son indépendance, pas juste dans la marque, mais dans sa façon de fonctionner. Si vous le saviez. Oui, définitivement. Sleeman est très content d'avoir une brasserie comme Unibrou. Une des raisons qui fait qu'à l'époque, vous avez tout à fait raison, on aurait pu croire à un démantèlement, à une fermeture pour rapatrier les bières ailleurs. C'est ce qui se faisait à l'époque dans l'industrie de la bière. Mais Sleeman, en achetant surtout la capacité de brassage, ne voulait pas déménager. Et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'on avait 2 portefeuilles tout à fait complémentaires. Sleeman était plus dans les bières de soif, alors qu'Unibrou était beaucoup plus dans les bières de spécialité. Exact. Un lager, l'autre à la belge. Donc,
les deux, au lieu d'être en compétition, étaient la force et on l'a bien vu. Par la suite, ça a donné un coup de main incroyable au développement de la marque. Et Unibrou, dans les vieilles microbrasseries là, qui ont au-delà de 30 ans, est de loin celle qui performe le mieux encore aujourd'hui. On parlait tantôt de Blanche de Chambly, Maudite et Fin du Monde. Aujourd'hui, en 2022, on produit combien de bières différentes chez Unibrou? Je vous dirais que bon an, mal an, on tourne alentour d'une quinzaine de bières à titre régulier. Bien sûr, on a des bières anniversaires. On a des bières qu'on dit être dans la voûte, qui sont des bières qui n'ont plus la popularité qu'elles avaient, mais quand on les ramène, qui suscitent quand même un certain engouement. On brasse aussi à Chambly des bières de notre maison mère, c'est-à-dire on brasse aussi à Chambly des bières autres que les bières d'Unibrou. Par contre, aucune bière d'Unibrou n'est brassée à l'extérieur de Chambly. Donc, pour répondre à votre question, là, une quinzaine facile de bières, outre nos classiques. On a aussi une nouvelle gamme de produits qu'on a lancée il y a quelques années, justement pour s'adapter au marché qui est très changeant, les IPA, les bières sûres, les lagers qui sont très populaires, alors que les Belges ne font pas ce type de bière-là. On a développé une nouvelle gamme de produits qui s'appelle la gamme Autre chose, qui nous permet de brasser autre chose que des bières classiques belges. Donc, juste dans cette série-là, on a 3 ou 4 bières en ce moment là, qui roulent. Avez-vous des IPA? On en a une. Notre première dans la gamme Autre chose a été une IPA. Pourquoi Autre chose? Parce que c'est autre chose que de la belge. Pourquoi Autre chose? Parce que ce sera toujours autre chose que ce à quoi vous attendez. Donc, question de marquer le coup. Lorsqu'on a lancé en 2018 notre première IPA... Elle s'appelle comment, la IPA? Autre chose. Dans les faits, elle s'appelle Autre chose IPA, mais elle était à la pêche. Honnêtement, c'était pas un grand coup. Mais on monte travail. Là. Je vous dirais que probablement l'an prochain, on va donner un grand coup avec un style d'IPA très populaire. Je pose la question parce que j'aime beaucoup les IPA. Voilà. OK. Mais, en tout cas, je dis ça comme ça, là, puisqu'on est à la télé. Si jamais ça vous tente, c'est pas une IPA, mais c'est une belle déclinaison. C'est une HIPL. Le IPL ressemble à IPA. Et au lieu d'être une ale, c'est une lager. Donc, c'est une IPA beaucoup plus pétillante, beaucoup plus légère, beaucoup plus désaltérante, qui s'appelle HIPL de Rivière-Trouble. OK. Là, il y a combien d'employés aujourd'hui à Chambly? Ça dépend beaucoup des périodes de l'année. Je vous dirais que bon an, mal an, c'est environ une centaine d'employés qui sont là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on fête notre 30e en ce moment et on a demandé aux ressources humaines de sortir des statistiques. Plus de 50% des employés sont là depuis plus de 15 ans. Donc, c'est des employés qui étaient là à l'époque du changement de propriétaire et qui sont encore là. Les gens de Chambly, autant les citoyens que les employés de la brasserie, se sont appropriés la brasserie Unibrou. Les gens sont fiers de travailler là. On a des bonnes conditions de travail, des budgets pour la formation personnelle, professionnelle, des super conditions au niveau des assurances, santé et sécurité au travail. Donc, il y a plus de 50% de nos employés qui sont là depuis plus de 15 ans, alors que la brasserie en a 30, c'est incroyable. Petite question rapide, faites-vous de la sans-alcool ou de la faible en alcool? Oh, la question que je ne voulais pas que vous me posiez. Non! non, la question, je fais des blagues. La question est tout à fait pertinente. Le marché s'en va beaucoup vers là. Les gens consomment beaucoup moins. Et c'est drôle parce que quand Unibrou est arrivé à l'époque, on disait qu'Unibrou fait des bières fortes parce que les Belges font des bières fortes en alcool, donc Maudite à 8, Fin du Monde à 9 %. Le marché n'est plus là. Cette année, on vient de lancer une bière qui s'appelle Saison Libre, qui est à 4 % d'alcool. Honnêtement, on n'a jamais vendu autant de bières que ça. Donc, on travaille à avoir des bières moins alcoolisées. Pour ce qui est d'une sans-alcool, c'est un peu compliqué. Je ne dis pas que c'est impossible, on travaille là-dessus. Le problème qu'on a, c'est que toutes nos bières sont refermentées. C'est donc dire que le gaz, on le fait apparaître de façon naturelle par une deuxième fermentation, ce qui est plutôt rare dans l'industrie. Le problème, c'est que lorsqu'on fait cette méthode-là, ça produit un peu d'alcool également. Donc, on est à se dire, si on fait une sans-alcool, elle devrait être non refermentée. Donc, on va le faire. On travaille là-dessus. C'est pas impossible. En terminant, donc, pour souligner l'occasion du 30e anniversaire, la brasserie a collaboré avec 5 souffleurs de verre québécois pour produire des œuvres uniques. Donc, on dit que ces verres artisanaux sont élaborés pour épouser le nouveau brassin anniversaire d'exception, et tout ceci au profit de l'encan de la maison Simone Monet-Chartrand à Chambly. Les Belges sont le peuple et la culture bière qui ont amené la verrerie de
bière de dégustation. Blanche Maudite Fin du Monde, Unibroue a été la première brasserie au Canada à amener des verres de dégustation. Donc, on s'est dit que pour notre 30e, qu'est-ce qu'on fait? Soufflons les 30 bougies en soufflant des verres. On a fait appel avec des artistes qui ont soufflé chacun 6 verres. 6 blanches, 6 maudites, 6 Fin du Monde. On a fait le dévoilement des verres la semaine dernière lors de notre événement 30e anniversaire et les verres ont été mis à l'encan. Pour la maison Simone Monet-Chartrand de Chambly et on a recueilli 6 000 qu'on leur remet là, incessamment. C'est pas mal notre organisme chouchou. Sylvain Bouchard d'Unibroue, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Hey, santé! Santé. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télé-bingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télé-bingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Parlons du marché public du Vieux-Saint-Jean qui existe évidemment depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies. C'est un actif important qu'on a dans notre communauté ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est important de le garder en vie et forcément de le revitaliser, de le renouveler, d'arriver avec des nouvelles idées et de se conformer également à l'offre et à la demande. Avec nous pour en parler, le nouveau président du marché public du Vieux-Saint-Jean, Marc Lelièvre. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes vous-même maraîcher depuis combien de temps? Là, ça va faire une dizaine d'années, en fait. Le projet maraîcher principal, ça fait 7 ans qu'on le roule, mais que je suis dans le domaine de l'agriculture un bon 12 ans. Bon, parlez-nous de vous brièvement. Juste expliquer aux gens qu'est-ce que vous faites dans la vie. Bien, moi, je suis maraîcher dans la vie, maraîcher biologique. Donc, je suis passé par l'agriculture, j'ai exploré plein de trucs, puis je me suis créé une grosse passion pour l'agroalimentaire local. Puis là, je pense que ça a juste à donner. J'avais besoin d'un nouveau défi et la présidence au marché est arrivée. J'ai décidé de le prendre. Qu'est-ce que vous vendez vous-même au marché? Moi, c'est du légumes biologiques. Légumes biologiques. Pourquoi vous vous intéressez au marché, oui, mais de là même à vous impliquer et en devenir le président aujourd'hui? C'est venu un peu comme ça. Ça faisait quelques années que j'y pensais. Mais là, c'est arrivé à point dans ma vie où je veux travailler pour la collectivité. Puis ce marché-là qui a su créer en moi non seulement une passion pour l'entrepreneuriat, mais pour le maraîcher que je suis maintenant, je me devais de dire un peu un merci. C'est un beau marché, là, 166 ans d'histoire, c'est pas rien. On a un bâtiment qui est magnifique. On est logé dans une ville qui est dynamique. On sent vraiment, là, le centre-ville du Vieux-Saint-Jean est très dynamique, très créatif. J'ai une vision où je joindrais le marché au Vieux-Saint-Jean plutôt qu'on soit un peu comme deux entités séparées. On fait partie du Vieux-Saint-Jean puis on veut le mettre en valeur. Oui. Ce marché-là a connu, disons, des hauts et des bas. Moi, du plus loin où je me rappelle, avec mes parents, on y allait. Puis même le mercredi, il y en avait beaucoup. Là. C'était le mercredi puis le samedi. C'est encore le cas, mais le mercredi, il y en avait beaucoup. Puis c'était, à l'époque où la place du marché, il y avait des stationnements en 45 degrés. Là. Partout. Il y en avait partout. C'était un peu ça à l'époque. Puis après ça, je me rappelle, il y a peut-être 20-30 ans, il y a eu un gros débat à savoir est-ce qu'on devait mettre ou non une fameuse couverture. Puis là, c'était un bâtiment patrimonial, il y avait des pour, il y avait des contre. Bon, finalement, ça finit par se faire, mais ça, c'était quand même un plus important, je présume, pour les maraîchers. Là. Ben oui, tu sais, peu importe la météo, on peut tenir un marché, on est bien abrité. Ça crée un peu un sentiment, je dirais, chaleureux. Le fait qu'on a un toit, là, il faut juste continuer justement à le mettre de l'avant. Je trouve que le toit est beau en plus avec le bâtiment, il ne le dénature pas. On va s'en servir pour faire un marché qui est dynamique, mais qui est aussi respectueux de son histoire. On a le bâtiment du musée qui veut en dire beaucoup. Si on suit l'histoire du marché, même du temps où ça descendait au bas de la rue, c'est monté en haut, on veut s'en servir pour mettre vraiment les couleurs du marché là, de l'avant. Bon, puis dans les dernières années, il y en a plusieurs, évidemment, qui s'en sont occupés. Il y en a aussi qui commencent à être âgés, forcément, là, qui ont passé la rondelle, le flambeau à d'autres personnes. Là, il y a eu la pandémie. Oui. C'était quoi l'impact de la pandémie sur le marché public du Vieux-Saint-Jean? Ça a été très bon, en fait. On dirait que les gens vraiment se sont plus lancés sur l'achat local. Donc, il y a eu une bonification même
de l'achalandage au début. C'est sûr qu'après ça, c'est difficile pour nous de juger au terme où il y a plein d'anciens joueurs, justement, qui ont pris leur retraite, qui se sont retirés. Donc, on voit une bonification chez nos membres, mais on ne voit pas l'achalandage qui est aussi grande que ce qu'on espérait. Donc là, c'est ça. On va travailler là-dessus pour que ça reste un peu dans cette ambiance-là. Là. Bon, actuellement, vous avez combien de membres? Là, pour l'instant, on est une vingtaine de membres. Puis on en cherche d'autres. Là. Il y a à combler. C'est sûr que l'offre maraîchère est bien pleine. Là. Près de 45 de notre offre, c'est du légume. Donc, à mon avis, c'est plein. Mais on cherche beaucoup de prêts à manger, des camions de rue pour justement dynamiser, aller chercher tous les tranches d'âge. On a nos habitués qui sont là depuis longue date, mais on a besoin aussi de renouveler un peu. Comme la population de Saint-Jean s'est aussi renouvelée, il faut juste que les gens sachent qu'on existe puis aller combler ce qu'ils cherchent. Là. Êtes-vous capable de mesurer l'achalandage? Avez-vous des outils, des sondages? Vous le voyez par vos propres ventes? Nous, on les voit par soit nos rapports de vente ou nos commerçants, pour ceux qui en sont équipés, ils peuvent voir, dans ma journée, j'ai fait tant de transactions, des trucs comme ça. C'est sûr que c'est quelque chose que je veux ajouter, mais qui peut demander une certaine logistique, là, d'avoir des gens qui comptent les passants. Ça implique qu'il y ait 2 entrées principales. Le marché de Saint-Jean est un grand marché ouvert où on peut rentrer d'un peu partout, puis on aime ça comme ça. Mais je me fie beaucoup aux réponses qu'on va avoir sur les médias sociaux, qui n'est pas un gros pourcentage, mais on le voit que la tranche d'âge, je dirais, de 20 à 35 ans, on ne l'a pas beaucoup. OK. On a des nouveaux joueurs qui se sont joints cette année, qui sont allés chercher une partie de cette tranche d'âge-là, des gars de champignons qui sont arrivés, des petites fermes, des trucs. Donc, on a un signal où notre clientèle a besoin et répond bien à cette offre-là. On va juste aller la raffermir. Là. Bon. Et là, quand on dit une vingtaine de membres actifs là, qui ont des kiosques au marché public, corrigez-moi, mais quelqu'un qui est membre, il peut s'installer 12 mois par année. On peut, oui. Dans le fond, c'est une place qui est locative suite aux ententes qu'on a avec la ville de Saint-Jean. On peut s'y installer. C'est un peu plus difficile pour certaines personnes. Les gens avec des légumes à moins 20, les légumes ne vont pas rester beaux. Ouais. C'est quelque chose sur lequel j'essaie de travailler pour qu'on puisse avoir une offre hivernale qui est un peu plus bonifiée que nos 2 vergers. C'est super le fun. Ils sont là toujours. Alors, ils sont toujours là. Ils sont toujours. Ils sont même là les mercredis, je pense. Ils sont là les mercredis aussi. Ouais. L'offre pour le mercredi, c'est en pourparler avec les membres où on veut la bonifier un peu. Mais il y a quand même le côté entrepreneurial où on ne peut pas forcer nos membres à venir dans des journées, mais on va essayer de... Mais sinon, le marché, on peut opérer le mercredi et le samedi. Le mercredi et le samedi. On peut opérer 12 mois par année si on le veut. Oui. Mais là, évidemment, on comprend que si on vend des légumes à moins 20 en janvier, c'est un peu C'est un peu plus difficile. Puis de mettre des infrastructures fermées, on parle d'énormes coûts, pas tout de suite. Bon. Quelle est votre implication dans le marché de Noël? Parce qu'en même temps, le marché de Noël, lui, il est opéré par la Société de développement Vieux-Saint-Jean. Oui. C'est vraiment la ville qui le gère entièrement maintenant. Donc, il y a normalement le marché traditionnel, si je peux dire, qui se tient sous le toit. Cette année, il n'y avait pas possibilité parce qu'il y a des travaux à faire sur l'infrastructure du toit. C'était pas fonctionnel. Il y a beaucoup de nos membres qui sont sur le marché de Noël de la ville de Saint-Jean, mais nous, là-dedans... il y a certains de nos membres qui y allaient, qui bougent des places, mais on n'a plus gestion de ça. Là. Bon, quand vous regardez, disons, le bilan de la saison dernière, celle qui vient de se terminer, disons, on parle de l'été qui vient de se terminer, puis là, on s'en va tranquillement pas vite vers Noël, justement. Quel est le bilan que vous tracez de cette dernière saison qu'on a eue? On a eu une belle saison tant qu'à, dans le fond, la fidélité des clients. On a vu un panier moyen qui a été un peu bonifié. Moins d'achalandage. Est-ce que c'est parce que les gens sont... la mouvance immobilière qui peut nous avoir affectés? Est-ce que c'est juste parce que les gens ont perdu goût ou parce qu'on avait justement des places vacantes, donc on avait moins cette impression-là? Mais nos membres ont fait une belle saison. Les gens étaient là, contents, malgré les difficultés de nos maraîchers face à la saison qui était difficile. Les gens étaient super heureux d'être là. La météo? La météo nous affecte très peu. C'est sûr qu'une journée où il pleut, il va y avoir moins de gens, mais comme on a un toit fixe, ça nous touche presque pas. Là. L'inflation dans tout ça?
Ça peut avoir joué. C'est sûr que moi, c'est difficile parce que, bon, étant producteur, nous, on la voit un peu moins, sauf au terme où on a des trucs à acheter. Là. Nos membres ont quand même bien tenu le coup avec une inflation des prix qui était quand même respectueuse pour le client. C'est sûr qu'il y a des membres qui sont commerçants qui vont acheter des légumes. S'ils les paient plus cher, bien, ils doivent quand même, eux, continuer. Mais on a quand même eu une offre qui touchait tous les portefeuilles. Là. OK. Parce que quand on regarde, surtout dans les fruits et légumes, bon, au fil du temps, les gens se sont tournés beaucoup vers les grandes surfaces. Il y avait jusqu'à tout récemment les Halles Saint-Jean, une fruiterie qui a fermé, qui a fait faillite. Est-ce que ça peut avoir un impact sur des gens qui allaient au Halles avant puis qui, là, se tourneraient vers vous? Potentiellement. Est-ce qu'on peut l'avoir noté cette année? Je pense que c'est un peu trop prématuré, où on était, nous, en fermeture de saison quand ça s'est arrivé. Est-ce que c'est quelque chose qui peut nous aider sur l'année prochaine? Peut-être bien. OK. Là, on est début novembre. Là, si j'y vais, moi, samedi prochain, est-ce qu'il va en avoir des Il va y avoir les pommiculteurs. Il y a peut-être quelques-uns de nos commerçants là, ou fermes ou qui ont encore des produits qui vont vouloir faire des petites apparitions. Ça, ce sera à eux de le gérer pour l'instant. OK. Mais sinon, pour vous, la vraie saison, elle va commencer quoi? À partir de la fête des Patriotes au mois de mai? Même un peu avant? Mai, octobre. En fait, mai, il y a des gens qui vont être là. Ça va aller jusqu'à fin octobre. La saison haute va vraiment commencer de la Saint-Jean-Baptiste jusqu'à la fin octobre, quand tous les légumes du Québec vont déjà être prêts. Là. Et pour vous, en prévision de la prochaine saison 2023, vous voulez recruter, dans le fond, des éléments manquants du maraîcher. Exactement. On est en train, en fait, de mesurer l'offre. Il y a des études qui vont être faites pour voir qu'est-ce qu'on a à combler. Puis après ça, on va aller faire une sélection de membres qui, non seulement sont acteurs dans Saint-Jean, comme on veut travailler en collaboration avec la ville, mais aussi qui vont remplir la demande de notre clientèle. Là. Mais là, donc, votre recrutement porte sur la nourriture, sur les camions de rue. Oui, exactement. C'est sûr que ce qu'on a le plus là, pour l'instant, c'est du prêt-à-manger. Il y a différents types de fermes. Là. Cette année, on a une ferme de champignons qui est arrivée. Il y a avec les fermes urbaines, maintenant, on peut avoir des produits un peu plus niches. On va aller chercher ça. Olives, produits qui ne sont pas nécessairement locaux, mais qui sont, selon moi, un essentiel. Olives, l'huile fine. On veut le rendre curieux, gourmand et épicurien, à la même image que le vieux Saint-Jean. Là. Marc Lelièvre, merci beaucoup. Merci. Bonne recherche durant l'hiver et bien hâte de voir ça au printemps. Merci. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Mercredi 16 novembre, en après-midi, le Centre de femmes du Haut-Richelieu organise un atelier conférence sur une thématique qui est super importante, qui est celle des droits pour les locataires. Si vous avez de l'intérêt, vous pouvez bien sûr vous inscrire via le site Internet du Centre de femmes du Haut-Richelieu. Prochain rendez-vous pour nous, c'est bien sûr demain pour ericlatour.com.